sais que si tu fais le calcul de prendre toutes tes cotisations retraite pendant toute ta vie et tu les investis sur un ETF, et à la fin, ça te fait genre... Ça, je veux pas savoir. Pour moi, c'est le vecteur d'enrichissement numéro 1, avec l'immobilier en trame de fond qui vient compléter l'accroissement de son patrimoine, mais je pense que c'est clairement le vecteur numéro 1. Est-ce que tu penses qu'il faut forcément une bonne idée, trouver la fameuse idée pour... Non, pas du tout. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Foncière Orion, une société qu'on a cofondée avec Antoine et Félix qui a pour but de vous permettre d'investir dans l'immobilier locatif à nos côtés sans avoir de temps à y consacrer. C'est quelque chose qui vous intéresse, il y a une vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran dans laquelle on discute avec Félix sur les détails du modèle et de notre proposition de valeur. Le but de cette chaîne, c'est de vous partager notre quotidien d'entrepreneurs, d'investisseurs et tout ça sans filtre et de vous montrer vraiment les réflexions qui vont derrière le développement de notre patrimoine, de notre foncière. Aujourd'hui, on a envie d'aborder un thème un petit peu clivant, c'est de répondre à la question, en tout cas de donner notre point de vue par rapport à la question de est-ce qu'on peut devenir millionnaire en France en partant de zéro aujourd'hui. Et on va débattre autour de ça. Salut les gars. Salut. Bonjour à tous. Ouais, sujet assez intéressant du coup, parce que c'est un sujet, comme tu dis, clivant. Beaucoup de gens qui peuvent te vendre du rêve un peu à gauche à droite avec des formations un peu rapides pour devenir millionnaire en quelques jours ou quelques mois. Et c'est vrai que c'est intéressant du coup d'avoir notre point de vue, parce que nous on a fait de l'entrepreneuriat. Et toi Charles, est-ce que tu es devenu millionnaire en partant de zéro? C'est ça la vraie question, c'est ça que tout le monde veut savoir. On a tous envie de savoir. On a tous envie de savoir. Il va pas oser le dire, mais... Alors on va pas forcément dévoiler les chiffres, mais on va le dire autrement, on va dire qu'on est peut-être légitime à répondre à cette question. Ouais, je pense. Mais aussi parce que ça fait des années qu'on investit / qu'on entreprend. Déjà, on va définir le fait d'être millionnaire. Le fait d'être millionnaire, c'est d'avoir 1 million d'euros de patrimoine net. C'est pas 1 million d'euros de crédit à la banque, c'est remboursé. Et c'est des choses alors qui peuvent être liquides ou pas. Ça peut être dans l'immobilier, ça peut être dans la bourse. T'as des gens qui considèrent être millionnaire à partir du moment où t'as 1 million qu'on peut placer en banque. Ça, c'est les high net worth individuals, c'est ça. Donc individu à haut patrimoine. Donc dans les banques privées, quand t'as 1 million liquide plaçable chez eux. Mais là, pour l'exercice d'aujourd'hui, on va dire voilà, ton patrimoine net, c'est 1 million, peu importe qu'il soit constitué d'immobilier, de bourse ou de quoi que ce soit. Le postulat, c'est qu'on part de zéro. Donc qu'il n'y a pas d'héritage, qu'il n'y a pas de gain au jeu, qu'on le fait un peu à la force de son travail et de ce qu'on peut faire de son temps, d'investir, d'entreprendre et ainsi de suite. Pour répondre déjà une partie à la question, ça va dépendre de où tu pars. C'est sûr que, tu vois, si on prend notre cas personnel, on est parti, on a fait quand même des études. Moi, petite perso, je me suis un petit peu endetté du coup pour faire mon école. Et après, j'ai eu quand même la chance d'avoir un métier qui était assez rémunérateur. J'étais cadre. Non, mais je devais gagner peut-être 2005 net et à la fin, avant de partir, dans l'entrepreneuriat autour des 3000 et quelques, un peu plus. Forcément, c'est plus facile de mettre de côté quand tu gagnes des sommes un peu plus conséquentes que quand tu gagnes juste un SMIC en fait. Et t'épargnais combien à l'époque, à peu près? Je pense que j'épargnais à peu près de la moitié de ce que je gagnais. Ok, donc 1000-1500 quoi. Ouais, c'est ça. Donc ça fait 15-20 000 à l'année. Ce qui est déjà pas mal, 50% de taux d'épargne, c'est... Après j'avais pas besoin. J'avais pas besoin forcément. En gros, je payais mon loyer. Après, j'avais 2-3 loisirs, mais j'avais pas forcément besoin de dépenser pour être heureux. Mais pour autant, tu vois qu'à coût de 15 ou 20 000 par an, alors après, on peut faire les intérêts composés et tout, mais en vrai, t'es loin d'1 million quoi. C'est ça. Sans intérêt, 20 000, il te faut 50 ans en fait pour faire 1 million. Alors avec les intérêts, c'est peut-être moins, t'es peut-être à 30-35, mais on n'est pas non plus sur des échéances de temps relativement courtes quoi. Donc même si t'as effectivement, comme tu dis, un taux d'épargne qui est immense, la statistique c'est quoi? C'est 17-18%. Ouais, taux on d'épargne est chez les Français, autour d'une vingtaine de pourcents. Ouais. C'est ça, ce qui est déjà énorme par rapport aux autres pays, donc 50% c'est énorme. Ouais. C'est vrai que tu commences, comme tu dis, tu mets 15 000 balles de côté par an, ce qui est déjà, tu vois, c'est 50% de mon salaire, c'est beaucoup. Mais à la fois, avant d'arriver au million grâce à ça, c'est vrai que ça met pas mal de temps. Donc je me dis, tu vois, c'est vrai que si tu as un métier qui est pas très rémunérateur ou qu'il est moins, du moins, ça veut dire qu'il va falloir te sortir. Il va falloir que tu mettes des moyens encore plus importants en fait pour arriver à avoir ton million net. C'est vrai qu'il va falloir trouver des actifs où tu vas pouvoir faire de l'effet de levier, parce que c'est vrai que c'est pas en mettant 1 000 euros dans la bourse que tu vas devenir millionnaire à court terme quoi. En fait, c'est ça, je pense que la vraie question, c'est l'objectif. C'est à quelle échéance de temps est-ce que tu veux atteindre ce fameux million d'euros qui est un peu la barre symbolique? D'ailleurs, on pourra en débattre. Est-ce que c'est réellement suffisant pour, entre guillemets, faire tout ce qu'on veut? Parce qu'il y a aussi cette notion-là. C'est, on sous-tend sur, on va dire, le positionnement où 1 million d'euros net en banque te permet d'être libre financièrement. C'est pas toujours la réalité des choses. En fait, sous-tend qu'il faut peut-être plusieurs millions d'euros quand même pour arriver à des niveaux de revenus dits passifs à hauteur de 40-50 000 euros pour essayer vraiment d'être libre financièrement. On se rend compte qu'1 million d'euros, c'est au final pas tant que ça. Surtout que là, on partir de zéro en 2026. Donc en fait, tu vas arriver dans 5, 10, 15 ans, on va voir au fur et à mesure des exemples. Mais du coup, le million d'euros à cette échéance-là n'aura plus la même valeur qu'aujourd'hui, qui a déjà plus du tout la même valeur qu'en 2002, quand on est passé du franc à l'euro. Enfin, millionnaire en patrimoine net via, on va dire, une grosse prépondérance, sa résidence principale, peut-être à 90% en termes de valorisation. Pour moi,
c'est entre guillemets être faussement millionnaire dans le sens où c'est pas de l'argent sonnant et trébuchant, c'est pas de l'épargne liquide, donc ça ne se consomme pas. Oui, on a un toit au-dessus de sa tête qui vaut au moins 1 million d'euros, c'est pas ça qui va rendre libre financièrement en tout cas. On n'a pas d'échéance, on n'a pas de mensualité de crédit en face, mais pour moi ça ne suffit pas pour être libre financièrement, si c'est ça qu'on sous-entend derrière le fait d'être millionnaire. Si on a 2 ou 3 enfants, derrière ils vont pour le coup ne pas être millionnaire grâce à ce patrimoine-là, mais on ne pourra pas en jouir en tout cas instantanément si on a que cette résidence principale qui constitue le patrimoine. Ils vont surtout la vendre pour payer les impôts, ouais. Bon, ça c'est un autre débat. On fera un autre épisode. Ouais. Effectivement, la résidence principale, en fait, c'est aussi improductif. C'est-à-dire que, improductif de revenus. Tu as, 2 immeubles à 400 000 plus une RP à 200 000, tu payes toujours 0 de loyer, le résultat est le même. Par contre, tes 2 immeubles à 400 000, peut-être qu'ils te font 2005, 3000 euros de loyer chacun par mois, et que là, pour le coup, ça reste quand même quelque chose, tu peux commencer à en vivre, c'est pas la folie, mais tu peux commencer à avoir un vrai complément de revenu, voire un revenu complet si t'es pas un gros dépensier. Donc du coup, comme tu disais, en fait, ce qu'on va questionner, c'est l'échéance de temps. C'est-à-dire que si on dit partir de zéro pour être millionnaire en 100 ans, en fait, c'est facile. Après, il faut avoir l'espérance de vie qui va avec. Partir de zéro, être millionnaire demain, c'est impossible, sauf gagner au jeu. Mais en dehors de ces deux extrêmes, finalement, ce qu'on va questionner, c'est pas trop est-ce que c'est possible de devenir millionnaire en partant de zéro, c'est en combien de temps, en fonction des actions qu'on met en place, est-ce que c'est envisageable d'avoir 1 million d'euros de patrimoine net. Je pense que Philippe, déjà... la partie bourse. Alors sur la partie bourse, ouais, on peut aller un peu sur cette stratégie-là. Il y a une fameuse formule qui s'appelle Y égale à X, où Y étant le capital final, A étant le capital investi, et X, du coup, c'est le pourcentage de rendement qu'on peut attendre du placement. Et donc si on veut avoir un Y le plus important possible, soit, comme le disait Antoine, on épargne énormément. Donc en fait, 50% c'est un taux d'épargne qui est extrêmement élevé, donc on maximise son A pour arriver en fait à un niveau de rendement atteignable sans prendre trop de risques. On peut atteindre entre 5 et 10% par an. Et donc là, on peut avoir une vélocité d'enrichissement qui est suffisante si du coup on augmente son A, soit avec une mise initiale importante. Si on a reçu une donation ou un héritage, ça peut accélérer et on va dire passer. Mais là on part dans l'exemple, on part de rien. Dans l'exemple, on part de rien. Imaginons si on part de rien et que simplement son salaire, si on est salarié, effectivement c'est un taux d'épargne très important. Donc moyennant le fait de serrer un peu la ceinture et d'être un peu, on va dire, très peu dépensier, donc vivre dans une grotte potentiellement pour s'autoriser un taux d'épargne assez important, mais ou alors on prend la contrepartie, on a un taux d'épargne, on va dire, relativement classique, 10 ou 20%. Par contre derrière, il faut aller chercher du rendement, et donc moyennant un risque sous-jacent qui est bien plus important. Donc pour exemple, ça peut être par exemple la crypto-monnaie, où on peut aller sur des taux de rendement qui sont peut-être de 50% par an si on arrive à se débrouiller correctement sur plusieurs années. Lissé sur 5 ans, ça peut être ce niveau de taux de rendement. Par contre, il faut avoir aussi le cœur bien accroché et accepter une volatilité aussi relativement importante. J'aimerais bien faire un calcul, c'est de se dire, on va prendre le salaire médian et on va prendre le taux d'épargne moyen des Français, le Français moyen, entre guillemets, qui part de zéro. Le salaire médian, c'est 2200 €, le taux d'épargne, c'est 17%. On va arrondir les chiffres, on va prendre 2000 € de salaire net et 20% d'épargne. Donc du coup, quelqu'un qui gagne 2000 € net après impôt, il épargne 400 € par mois. Au niveau du rendement, pareil, on prend quelque chose de rond, 10% par an. Donc quelqu'un qui place à 10% par an, 400 € par mois d'épargne, donc un peu moins de 5000 € par an, il met 32 ans avec les intérêts composés, que du coup, ce qui place la première année va bosser pendant 32 ans, ce qui place la deuxième année va bosser pendant 31 ans, et puis ainsi de suite. Et il continue d'abonder du coup tous les ans à hauteur de 4008. Du coup, il met 32 ans à avoir 1 million d'euros de patrimoine net. Donc à sa retraite, grosso modo. Ouais, c'est ça. Pour un Globalement, trentenaire, ça correspond à sa retraite. Ouais, c'est ça. Si tu commences pas tout de suite sortie d'études, c'est ça, quoi. Et ce que tu disais tout à l'heure, où le million, dans 30 ans, il sera pas le million d'aujourd'hui. Quoi. Ouais. Donc ça, c'est le premier chemin, on va dire le chemin un peu passif, mais quand même bon élève, où tu t'astreins. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui pendant 30 ans font leur DCA religieusement, même pendant les crises, pendant tout ça. Donc ça reste quelque chose. C'est une discipline qui est assez rare, mine de rien. Et puis j'irais même jusqu'à dire qu'il y en a au final peut-être beaucoup qui épargnent, mais peu qui investissent. C'est assez courant, les fourmis qui mettent de côté, mais au final, soit laissent sur un compte courant, c'est quand même le pire, ou alors sur des livrets réglementés, ou alors sur des assurances vie en fonds euros. Donc là, en gros, on approche des taux de rendement à 2%. Donc c'est une bonne chose, mais pour moi, c'est une première étape. Savoir épargner, c'est une très bonne chose. Tout simplement avoir une bonne gestion budgétaire dans son foyer, les recettes, les dépenses, et avoir un solde positif à la fin de chaque mois pour pouvoir épargner. Mais pour moi, le deuxième step, c'est ensuite de savoir investir cet argent pour arriver justement sur des taux de rendement supérieurs à 2%. Sur des profils équilibrés, on peut être sur du 5-6%. Si on est sur des profils un peu plus dynamiques, effectivement, voire offensifs, on peut arriver sur du 7, 8 ou 10% de rendement par an.
Ok, donc ça c'est le premier chemin. Et on va dire le deuxième chemin, on va peut-être parler d'immobilier du coup, d'immobilier locatif, ça reste de l'investissement mais avec une composante qui est bien différente, c'est que là pour le coup on va avoir l'aide de l'effet de levier. Donc on va pouvoir commencer à travailler rapidement sur un stock qui est plus gros, alors on prend plus de risques parce qu'on travaille et on investit de l'argent qui n'est pas à nous, mais si on fait les choses correctement, on va voir qu'on peut aller quand même beaucoup plus vite grâce à l'investissement locatif. En fait, c'est ça, c'est que vu que tu pars de zéro, en fait, le moindre effet de levier que tu peux avoir sur ton cash, c'est forcément hyper impactant. Donc, par rapport à de la bourse, là, pour le coup, je trouve que c'est très pertinent. Et c'est un peu comme ça qu'on a commencé aussi. C'était via l'immobilier parce qu'on n'avait pas forcément de cash au début. Grâce à l'effet de levier, tu mets 10 000, tu joues avec 100 000 et forcément, mécaniquement, t'amortis et ça va forcément beaucoup plus vite, quoi. Si on fait par exemple un exemple, tu vois, on va dire une personne lambda qui arrive à mettre 10 000 euros de côté, ce qui n'est pas déconnant, mais 10 000 euros de côté. Donc en 2 ans, on a dit qu'on mettait 400 euros par mois. Au bout de 2 ans, tu as 10 000 de côté. C'est ça. Donc en gros, ça veut dire une personne qui achète un appartement, on va dire à 100 000 euros tous les 2 ans. Donc la même personne, les mêmes données d'entrée, j'ai 400 euros par mois d'épargne. J'épargne et au bout de 2 ans, j'ai 10 000 euros et je peux acheter un appartement à 100 000 euros à crédit. Et combien de fois il faut faire ça pour avoir 1 million d'euros de patrimoine net, pas 1 million d'euros de patrimoine brut? Et en fait, on va poser les chiffres et c'est même beaucoup plus long que ce que nous on pensait. En fait, il faut 27 ans pour que les capitaux amortis fassent qu'on a 1 million d'euros de patrimoine net, pour le coup 100% immobilier, parce que tout ce qu'on a épargné, on l'a mis dedans. Et par contre, là, on parle uniquement de ce qui est prédictible, c'est-à-dire du fait que notre crédit se rembourse. On ne parle pas de la hausse du marché, alors que le comparatif avec la bourse, c'est plutôt la somme de la variation de la valeur des boîtes, plus les éventuels dividendes qu'elle distribue. Donc on compare pas tout à fait la même chose, mais en gros, si on fait l'exercice, faut acheter un appartement tous les 2 ans pendant 27 ans pour arriver à avoir 1 million d'euros de patrimoine net. Donc on voit qu'en fait, entre 27 ans et 32 ans, le delta, il est pas non plus énorme, mais par contre, en immobilier, il y a des choses à gérer. Et donc, si on fait de l'IMO locatif, on le fait et pour l'effet de levier et pour aller plus vite. Mais par contre, si on zoome sur les premières années, le fait d'avoir de l'effet de levier, finalement, sur les 4 800 euros qu'on va placer, le rendement sur fonds propres, le rendement par rapport au capital investi, on est peut-être entre 20 et 30% de rendement sur fonds propres, là où en bourse, on est au début à 10%, et puis après, plus ça monte, plus tes intérêts font des intérêts, c'est des intérêts composés. Par contre, l'immobilier, il a cette vertu au début d'arriver à te faire aller plus vite. Pour continuer d'avoir ce niveau d'accélération, ce qu'il faut, c'est faire de l'arbitrage. C'est la vidéo à laquelle je renvoyais tout à l'heure qu'on a fait avec Félix sur le meilleur moment de vendre un bien pour récupérer des liquidités, pour en racheter un autre plus gros. Et en gros, globalement, les 2 premières années, on épargne 10 000 euros, on achète un appartement, et 3, 4, 5 ans plus tard, ce même appartement, on va le revendre, on va récupérer l'apport qu'on avait mis, l'amortissement, l'éventuelle plus-value, et on va peut-être récupérer 40, 50 000 euros de cet appartement, et de ça, on va repartir sur un immeuble à 3, 4, 500 000 euros, et c'est là, pour le coup, qu'on arrive à composer les intérêts en immobilier, et c'est comme ça que, si on a une approche dynamique, c'est 1 million d'euros de patrimoine net en une dizaine d'années, si on est dynamique, si on est prêt à faire des arbitrages, si on achète, on n'en a pas parlé aussi, sa résidence principale, parce que dans notre exemple, la personne gagne 2 000 euros par mois, elle épargne 400 euros, mais elle épargne 400 euros après avoir fait la dépense pour son logement, donc sauf à ce qu'elle habite dans des zones très tendues et très chères, où elle aurait du mal à avoir accès au logement. Typiquement à Paris, il y a 2 000 euros net, je pense pas que tu puisses acheter grand chose, mais on va dire que c'est en province, entre guillemets, comme nous, et c'est une bonne idée d'acheter une résidence principale sans s'enflammer et se mettre quelque chose de trop gros, mais pour que du coup, il y ait ce côté, j'ai 400 euros d'épargne, mais j'ai aussi 3, 4, 500 euros de capital amorti qui sont aussi une partie de mes dépenses, et du coup, mon patrimoine, il augmente déjà de presque 1 000 euros par mois. T'as vraiment pris juste le capital amorti, ce qui est en fait le scénario le plus prédictible, mais grosso modo, l'immobilier, ça a quand même plutôt tendance à monter. Quand tu fais de l'investissement locatif, t'es indexé, ton loyer il est indexé au niveau du coût de la vie, et grosso modo, tu vois, depuis qu'on fait de l'IMO, on voit que les loyers, ils vont tout le temps vers le haut, et qu'il n'y a jamais un loyer qui est revu à la baisse. Donc c'est vrai que je me dis que l'horizon c'était 23 ans là, c'est ça? 27 ans, tu vois, je pense que tu peux. Alors après c'est très difficile à estimer, mais si tu prends en compte l'évolution des loyers et l'évolution forcément des biens, je pense que tu es autour des 23-25 ans, tu peux devenir millionnaire. Donc avec l'emmerdement de gérer des locataires, tu peux gagner peut-être, si tu fais de l'immobilier en mode pépère sans arbitrage, à peu près 10 ans, tu vois. Donc là ça commence à valoir le coup. Ouais, mais je pense que c'est à peu près l'idée, parce que quand tu vois un peu ce qu'on achète et ce qu'on revend, généralement, tu quand même prends quand même des bonnes marges à chaque fois, alors que tu avais juste à l'époque acheté au prix du marché. Donc je me dis que quand même, tu peux largement, je pense, gagner 10 ans par rapport à de la bourse. Je pense que tu peux gagner une bonne dizaine d'années, mais moyennant du temps à y passer pour mettre en place le projet, aussi une montée en compétences, parce qu'il faut quand même, pour bien maîtriser son parc et faire de bonnes affaires, il faut quand même avoir un socle de compétences. Derrière, on avait aussi parlé dans un autre podcast de contrôle sur son parc, donc ça c'est aussi une vertu de l'immobilier. Par contre, effectivement, il y a quand même ce côté non passif, il faut quand même, ne serait-ce que sur la mise en place du projet, ça prend du temps, et derrière, il y a un peu de gestion aussi sur la partie gestion des locataires que la bourse, pour le coup, n'a pas forcément. Après, ça te fait
Puis ça te fait qu'une dizaine de lots, c'est pas non plus ingérable. 10 lots Bien sûr, ça pour gère. être entre guillemets sûr, alors ça reste un investissement, mais d'être assez certain d'être millionnaire en net au bout de 27 ans, c'est pas déconnant, quoi, C'est je ça. trouve. Je pense que le jeu en vaut la chandelle de gagner plus d'une dizaine d'années par rapport à son enrichissement personnel. Je pense que ça vaut le coup. Tout le monde n'est pas forcément câblé pour ça, il faut aussi le dire. Mais je pense clairement que le jeu en vaut la chandelle. On n'est pas non plus tout le temps dérangé toutes les semaines par nos locataires. Il y a un côté très prédictible. En fait, chaque mois qui passe, c'est du capital qui est remboursé avec effectivement un potentiel de revalorisation du bien qui est non prédictible, mais qui contribue clairement aussi à la prise de valeur et à l'enrichissement personnel. Et après, on a fait quelque chose de très théorique où tu achètes un appartement, le même tous les 2 ans. Dans ce qu'on a vu dans notre parcours et des gens qui nous entourent, c'est jamais comme ça en fait. C'est un appartement, 2 appartements, un petit immeuble, un C'est immeuble pas très un peu linéaire. plus gros. Moi, c'est Et moins puis linéaire, finalement, en fait, on trouve des solutions pour se dire si ma limite c'est les liquidités, c'est l'apport à mettre, je m'associe avec quelqu'un qui a moins de temps et du coup c'est souvent comme ça que les SCI se créent. Et donc on arrive à aller plus vite et à plus vite mobiliser 1 million d'euros de patrimoine brut. Donc le brut, c'est la totalité de ce que vaut votre patrimoine sans déduire les dettes. Une fois qu'on a 1 million de patrimoine brut et qu'on a des biens dedans qui s'autofinancent, on sait qu'en fait il y a juste à tirer un trait et tu sais à quelle échéance de temps, dans le scénario du pire des cas, tu as 1 million d'euros de patrimoine net. Mais en gros, voilà, pour résumer, on a dit qu'avec la bourse, 32 ans, voilà, en étant à 10%. Avec l'immobilier, pépère, 25, 27 ans en fonction de l'indexation, tout ça. Avec l'immobilier dynamique, 10 ans, il y a un vrai delta entre les deux, pour le coup. Donc c'est pour ça qu'on avait fait cet épisode, c'est pour montrer à quel point c'est important d'arbitrer, sans dire d'arbitrer tous les jours, d'être chez le notaire tout le temps. En tout cas, de pouvoir prendre les bonnes décisions et de se dire au bout de 10 ans, est-ce qu'il ne vaut pas mieux vendre un appart pour acheter un immeuble plutôt que de garder juste un appart. Et maintenant, on va aller du coup sur le plus rapide, mais le moins prédictible, l'entrepreneuriat. Comment est-ce qu'on fait pour devenir millionnaire quand on entreprend ? C'est vrai qu'après, il y a aussi entrepreneuriat et entrepreneuriat. Tu vois, par exemple, je sais pas, Brigitte, elle s'ennuie, elle fait 4 bijoux parce qu'elle sent, voilà, elle a rien d'autre à faire. Ça reste de l'entrepreneuriat, mais c'est pas en vendant 4 bijoux sur Internet. C'est de l'artisanat. Voilà, c'est de l'artisanat. C'est pas comme ça que tu vas pouvoir devenir, entre guillemets, millionnaire grâce à l'entrepreneuriat si tu revendais ta boîte, etc. Pour moi, il y a déjà, voilà, il y a entrepreneuriat et un vrai entrepreneur qui a une volonté de construire quelque chose d'assez gros. Ça va dépendre de ton idée de business, la valorisation de ta boîte. Généralement, quand tu commences au tout début, tu as pas mal de parts de cette boîte-là et que ces parts elles augmentent et forcément, le jour où tu veux les revendre, c'est là où tu prends ta plus-value. Mais c'est très incertain, comme tu dis. Donc, moi, je dirais qu'il faut déjà avoir de base une idée, tu vois, qui est scalable et avec quand même une sacrée boîte, enfin une boîte qui va pouvoir prendre de la valeur, quoi. Est-ce que tu penses qu'il faut forcément une bonne idée ? Trouver Non, pas du tout. la fameuse idée pour se lancer en tant qu'entrepreneur ou pas ? Faut pas du tout une bonne idée, hein. Tu vois, des gros exemples de réussite, tu vois, style Blablacar, des boîtes comme ça. Enfin, le gars, en fait, le covoiturage, ça a toujours existé. Juste, il s'est dit, vas-y, je vais formaliser. Ouais, je vais formaliser le concept, tu vois. Mais c'était pas. Il est extrêmement bien exécuté aussi, cette partie-là. Non, mais tu vois, la plupart des grosses boîtes, oui, après, t'as des mecs qui ont révolutionné, enfin, Facebook, etc. Oui, forcément, le mec, voilà, il a une très bonne idée. Mais de base, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une idée de génie. Enfin, nous, je vois aujourd'hui la foncière, on commence à avoir quand même une bonne valorisation de notre patrimoine grâce aux actions de la foncière. On n'a pas une idée de génie, hein. On s'est mis à la table, vous avez besoin de quoi ? Vous avez besoin d'investir correctement votre argent. Nous, c'est investir correctement l'argent dans l'immobilier. Enfin voilà, on n'a pas réinventé quelque chose. Je pense qu'il faut justement désacraliser un peu ce côté entrepreneuriat, innovation même, où voilà, il faut forcément réinventer la roue pour entreprendre. Je pense que ça, c'est clairement une fausse croyance et beaucoup de personnes se limitent à ça ou se disent non mais là, je vais jamais pouvoir me mettre à mon compte, j'ai pas de bonne idée. On peut très bien se mettre à son compte en faisant quelque chose qui existe déjà, mais juste trouver un angle d'attaque qui permet d'avoir plus de clientèle que les éventuels concurrents qu'on a pu identifier. On peut peut-être potentiellement le faire pour moins cher ou avec un niveau de qualité accru ou plus rapidement, etc. On peut, je pense, tout simplement trouver des vecteurs de différenciation qui sont différents, mais sur un marché qui existe déjà et qui est peut-être vieux comme le monde, mais sans réinventer un concept de A à Z, en fait. Après, ce qui est un peu pénible, par contre, avec l'entrepreneuriat, c'est que c'est un peu binaire, quoi. Il faut te lancer à corps perdu, en fait, dans l'aventure. Tu vois, l'IMO ou la bourse, où en fait, tu peux à la fois garder un statut de salarié où du coup tu es quand même moins à risque que quand tu es entrepreneur. Ok, vas-y, go, on se lance, on lâche tout ce qu'on avait avant et puis c'est un peu un all-in et forcément quand tu fais all-in, t'espères récupérer plus. Ça peut faire peur à peut-être plus de monde de se lancer carrément dans l'entrepreneuriat ou valoriser une boîte pour vraiment gagner de l'argent. Mais c'est vrai que toi, Félix, du coup, au travers des clients que tu peux avoir dans ton cabinet en gestion de patrimoine, j'imagine que les clients les plus aisés que tu peux avoir, c'est généralement des chefs d'entreprise ou alors peut-être après des hauts cadres qui ont fait des écoles type HEC, Polytechnique, etc., qui ont des très très beaux postes dans des grosses boîtes. Mais pour des gens, entre guillemets, qui n'ont pas fait des grandes études, l'entrepreneuriat, c'est quand même le moyen pour devenir le plus riche possible. C'est un seul pour moyen, moi, c'est le vecteur d'enrichissement numéro 1, avec l'immobilier en trame de fond qui vient compléter
l'accroissement de son patrimoine, mais je pense que l'entrepreneuriat, c'est clairement le vecteur numéro 1, mais parce que derrière la contrepartie, c'est entre guillemets pas de sécurité, c'est un déplafonnement d'une rémunération et d'un enrichissement potentiel, mais moyennant une prise de risque. Après, effectivement, il faut plutôt faire all-in, hein. On a quelques heures à y passer quand on se lance à son compte. Après, il y a aussi, j'ai envie de nuancer sur cette partie-là, c'est que on peut aussi entrer en transition, on va dire, sur le volet entrepreneurial avec des filets de sécurité. En France, on est quand même plutôt bien loti, avec la possibilité de percevoir le chômage pendant 18 mois, etc. Par exemple, on a réussi à obtenir une rupture conventionnelle, ce qui est mon cas actuellement. Donc ça permet aussi de pouvoir développer une entreprise sans se rémunérer et en ayant du coup ce chômage qui vient asseoir le risque aussi pour le foyer et avoir une certaine visibilité au moins à 18 mois sur ce qui peut se passer. Donc ça laisse le temps aussi de développer. Mais ça, je pense que c'est quand même propre à la France. Je pense que dans d'autres pays, effectivement, on a moins de matelas de sécurité, de filets de sécurité pour essayer de se lancer à son compte. Donc on peut faire un all-in. Après, on peut aussi faire une sorte de période de transition. Moi, j'en ai connu qui étaient salariés, qui ont développé, on va dire, un side business, donc une activité à côté de leur activité principale de salarié. Et quand ils voient que, on va dire, ça prend, tout simplement, que leur entreprise commence à avoir une certaine traction, avoir de la clientèle, etc., ils peuvent décider de faire ce fameux pivot. On peut quand même trouver, je pense, un entre-deux pour avoir une fluidité dans la transition si on veut vraiment Après, se mettre à son c'est compte. compliqué parce que pour le coup, tu vois, quand on était chez Vinci, Charles, il est parti en premier pour créer la boîte et du coup, moi, pendant quelques mois, j'étais un peu le cul entre deux chaises. À la fois, je suis avec Charles, mais à la fois, je suis aussi dans la boîte où j'avais quand même des responsabilités et du management. Et franchement, c'était chiant parce que j'ai l'impression d'être partout et nulle part à la fois, tu vois. Donc en fait, pour moi, quand même, tant que tu franchis pas le pas complètement, tu sais pas trop à quoi t'attendre. Mais c'est une transition en tout cas qui est possible. C'est possible. Le temps d'essayer d'y voir un peu plus clair. C'est une période dans tous les cas passagère qui dure souvent 1 an ou 2 maximum. Et derrière, on peut effectivement se lancer à corps perdu dans le monde de l'entrepreneuriat. Et je pense que tout le monde n'est pas câblé non plus pour ça. C'est un côté effectivement assez exaltant où on se dit je suis mon propre patron, il n'y a personne au-dessus de moi. Mais ça reste une responsabilité quand même qui est bien plus accrue et une zone d'inconfort constante par rapport à du salariat où on sait qu'on a son bulletin de paye à la fin de chaque mois. Ce côté quand même plafonnement de la rémunération qui peut être un peu frustrante, mais par contre on a une vraie sécurité de l'emploi et je ne sais pas quelles sont les statistiques en France, mais je pense qu'au moins 70% de la population française active est salariée. Ouais, je pense. Après, tu vois, je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même, dans notre génération, il y a quand même de plus en plus de gens, tu vois, qui veulent monter des boîtes, et notamment parce que la France, comme tu disais, c'est quand même propice à ça. Après, voilà, t'as l'imposition qui va en face, hein, donc forcément, ça, c'est le couteau qui vient te faire un petit peu mal. T'as aussi le fait que t'entends que t'auras de moins en moins de retraite, etc. Donc, tu te dis que c'est vrai que si tu peux être entrepreneur, tu peux essayer d'atteindre une liberté financière peut-être plus rapidement. Après, le contre-pied de ça, je trouve, c'est qu'en fait, tu deviens entrepreneur pour essayer d'être plus libre, mais t'aimes tellement ce que tu fais, et t'es tellement absorbé par ce que tu fais qu'en fait, tu passes plus de temps que quand t'étais... Je confirme. Quand t'étais en CDI dans ton entreprise d'avant, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que c'est le cas, quoi. Alors ça dépend comme tu disais, du niveau d'entrepreneuriat et de délégation de pouvoir que tu as dans ton entreprise, mais si tu es 100% libre, finalement c'est toi qui décides ce sur quoi tu vas mettre ton temps. Alors c'est aussi ton marché et tes clients qui te le dictent. Cette notion de liberté fait qu'en fait tu le vois pas comme une contrainte. T'es pas en mode je suis coincé derrière ce bureau jusqu'à 17h30 et puis j'ai envie de partir. C'est toi qui choisis, c'est toi qui arbitres ton temps, mais généralement oui, la conséquence c'est qu'en tout cas pendant les premières années, nous on l'a vécu, tu bosses beaucoup, mais par contre sans non plus être dans la caricature où non, je n'ai jamais bossé jour et nuit, on a toujours dormi la nuit, du coup les week-ends oui ça nous est arrivé de travailler mais c'est pas systématique non plus. Il n'y a pas besoin non plus de se mettre dans le rouge ultime pendant 5 ans pour arriver à faire émerger une boîte. Et ça me fait penser à un exemple. Hier, j'ai échangé avec un client. Lui, il a aujourd'hui, en termes de patrimoine, je vais pas dire son nom, mais du coup, il nous reconnaîtra, il se reconnaîtra parce qu'il regarde les épisodes et tu vas comprendre de qui je parle. Et en gros, son patrimoine brut, c'est 1,3 million, son patrimoine net, c'est 500 000. Donc, il a déjà quelques immeubles, ici, d'autres ailleurs. Parmi ses objectifs, il y avait le fait d'atteindre 5 millions de patrimoine brut. Et je disais, tu les atteindras jamais en restant dans ton emploi, quel qu'il soit. Jamais. Il faut que tu sois à plein temps sur l'immobilier ou dans l'entrepreneuriat. Tu as réussi à mobiliser 1,3 million du coup d'endettement, une partie c'est amorti, il y a de la plus-value et tout, donc voilà, maintenant ça fait 500 000 net. Si l'objectif c'est 5 millions bruts, c'est déjà pas possible à aller chercher tout seul, il va falloir s'associer, mais c'est-à-dire que le delta entre 1,3 million et 500 000, c'est 3,7 millions, il faut le faire plusieurs fois en termes d'acquisition, parce que là en l'occurrence on parlait d'entrepreneuriat en mode immobilier un peu comme on l'a fait nous. 3,7 millions x 2, ça fait 7,4 millions, donc vas-y, pour chercher 7,4 millions d'immeubles, tu vas pas le faire à côté du travail, même si ton travail te prend pas trop de temps. Donc là aujourd'hui on parle d'atteindre 1 million d'euros de patrimoine net, par exemple dans son cas, il a juste à attendre en fait, et puis peut-être que dans 15 ans il les aura parce qu'il y aura une partie des crédits qui seront amortis, mais si tu vises plus, là c'est carrément impossible en fait, en étant salarié, sauf cas exceptionnel d'avoir des stock options et de prendre 400 000 euros par an, mais dans notre exemple de quelqu'un qui est autour du revenu médian, c'est pas possible en le faisant en parallèle du travail. C'est possible d'avoir 1 million net, 30 ans et quelques avec la bourse, 25-30 ans on va dire avec l'immobilier passif, 10 ans avec l'immobilier actif, mais qui devient
déjà à mi-chemin avec l'entrepreneuriat et avec plus de prise de risque, parce qu'on est plus actif dessus, parce qu'on arbitre et ainsi de suite. Et ensuite, l'entrepreneuriat, voilà, la forme ultime, on va dire, de création de richesse, où tu peux le devenir en grand minimum combien de temps? Parce que ça va pas se faire en 6 mois non plus, parce que globalement, Moi, je pense le million, il se matérialise par en une boîte, c'est une 4-5 ans, valeur. Ce que en j'allais 4-5 dire. ans, tu vois, tu peux largement être millionnaire en étant entrepreneur. Après, millionnaire, enfin, tu vois, le truc, c'est que voilà, si c'est des C'est actions liquide. que tu peux pas vendre et que c'est illiquide, c'est bien d'être millionnaire sur le papier, mais si t'as pas de quoi manger tous les matins, c'est un peu dommage. Donc voilà, mais par contre, oui, je pense qu'avoir 1 million net de patrimoine via action, etc., en 5 ans, c'est Puis quelque après, chose qui est encore une largement fois, faisable. ça dépend aussi du secteur. Moi, je connais des personnes qui entreprennent, qui sont à leur compte, mais dans des secteurs qui sont par nature plus complexes, plus difficiles à en vivre, hein, notamment l'agriculture. On peut être à son compte et faire du 8h, 21h et ne pas réussir à se tirer une REM à 1 000 euros par mois, quoi. Donc, il y a aussi des secteurs plus ou moins favorables à un enrichissement personnel. Le monde de l'immobilier, de la finance, etc., du e-commerce, peu importe, peuvent être un peu plus lucratifs et un peu plus faciles pour atteindre cet objectif de 1 million de patrimoine net. Il faut aussi nuancer, il y a business et business. Ah ouais, et puis quand on est à réfléchir justement à ton projet entrepreneurial, donc là-bas c'est déjà qui te plaise, et si ensuite le but c'est justement d'atteindre ce 1 million d'euros de patrimoine net, tant qu'à faire, choisis un secteur où c'est pas uniquement à la force de tes 2 bras que tu vas aller les chercher, mais peut-être avec du levier, que ce soit par exemple sur les réseaux où tu peux atteindre des millions de personnes, que ce soit avec l'immobilier ou la finance avec de l'effet de levier bancaire. C'est ce que je veux dire en fait, c'est que nous on a cette chance d'être passionné par un milieu qui est par nature plutôt lucratif. Si j'étais passionné, je sais pas, de céramique, ce serait un peu plus compliqué d'en vivre parce que il faut en faire quand même, il faut en vendre des vases pour pouvoir réussir à devenir millionnaire avec ça. Donc on a aussi une passion qui est aussi par nature relativement intéressante financièrement. Ouais. C'est aussi ça qu'il faut conscientiser, quoi. Tu vois, depuis que je suis entrepreneur, je trouve que j'ai appris 2 choses. La première chose, c'est que ton temps, il n'est pas corrélé à l'argent. Et ça, c'est vrai que quand tu as toujours été salarié avant, ça fait très bizarre de te dire, attends, mais là, je viens de gagner ça. Il y a des gens qui mettent 1 an à gagner ça, quoi. Donc ça fait très bizarre, je trouve, la première fois que ça t'arrive. Et la deuxième, c'est que tu n'as jamais l'esprit libre. En fait, tu peux pas te dire, je ferme le PC, je pars en vacances et c'est fini. Tu es constamment, en fait, dans ton business, tu es constamment en train de réfléchir à des choses. C'est un peu l'aspect négatif, je trouve, c'est prendre un peu de recul. Ça vient un peu quand tu commences à avoir des salariés, etc., qui peuvent gérer des choses à ta place. Mais c'est vrai que les premières années, c'est quand même, en termes de charge mentale, c'est quand même assez compliqué. C'est quand tu es sous le format solopreneur, tu as une charge mentale qui est hyper importante, tu es tout le temps dans l'opérationnel, la tête dans le guidon, et effectivement, le niveau d'implication, il est ultime, hein. On parlait d'enrichissement ultime via l'entrepreneuriat, mais je pense que l'implication et la charge mentale est aussi ultime, donc ça va avec. Donc on peut arriver beaucoup plus rapidement à ces objectifs, mais moyennant un équilibre aussi qu'il faut essayer de trouver pour, on va dire, sprinter, mais aussi dans la durée, quoi. Il faut quand même trouver un équilibre pour avoir un côté durable à cet effort qui est constant. Et puis il y a aussi la manière dont on développe son business. Est-ce qu'on veut le rendre scalable? Est-ce qu'on veut le structurer? Est-ce qu'on veut avoir des gens en dessous de soi pour essayer de prendre de la hauteur justement sur son business et pour travailler plus sur son entreprise que dans son entreprise? C'est toutes ces questions-là aussi qu'il faut mettre en application si on souhaite vraiment prendre de la hauteur et arriver sur quelque chose d'assez scalable, quoi. En fait, si on devait conclure, grosso modo, on a répondu à la question. En fait, on peut devenir millionnaire en partant de rien. Après, le jeu, c'est plutôt de réduire en fait cette échéance-là. On voit que si on veut vraiment pas trop se prendre la tête et qu'on est discipliné, 400 € par mois en bourse, grosso modo, il faut attendre une 30aine d'années. Donc, si tu arbitres et tu as une stratégie très agressive, à 10 ans, c'est possible. On va dire entre 10 et 25 ans si tu es en mode pépère. Et après, entrepreneur, tu peux vraiment aller beaucoup plus vite, mais c'est vraiment un peu du all-in en mode c'est le rouge ou le noir, un peu comme au casino. Et si ça marche, tant mieux. Et puis si ça marche pas, tu as un peu tout perdu, quoi. C'est ça. Après, moi, j'aurais tendance à dérouler, on va dire, une stratégie séquencée par rapport déjà à l'énergie qu'on est capable de déployer quand on est jeune. Moi, typiquement, j'ai pas d'enfant. C'est plutôt à ce moment-là que l'entrepreneuriat, en tout cas, a tout son sens. Je peux me permettre de me mettre à risque sur ce genre de projets qui vont contribuer à un accroissement de mon patrimoine significatif. Moi, j'aurais plutôt tendance à commencer par l'entrepreneuriat, à essayer de faire passer des grosses étapes d'un point de vue patrimoine. Derrière, aller continuer à alimenter en fait le pilier de l'immobilier, qui va, via l'amortissement du capital, contribuer à un enrichissement un peu plus passif que l'entrepreneuriat, et ensuite arriver sur une poche encore plus passive, justement, où on rend beaucoup plus liquide via des arbitrages immobiliers, etc., sur des placements plutôt financiers, qui arrivent à un niveau de passivité, on va dire, optimal, où, en théorie, il y a, moyennant quelques checks sur les marchés, on va dire, mensuels, normalement, il y a un niveau de passivité qui est bien plus accru que l'entrepreneuriat ou que l'immobilier. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à faire ce côté vase communicant en fonction du temps qui passe. Commencer par l'entrepreneuriat quand on n'a pas trop de charges familiales et qu'on a du temps à y passer et de l'énergie, et derrière arriver sur des stratégies un peu plus passives au fil de l'eau pour pouvoir tout simplement profiter de ces millions derrière.
Il a réinventé le système de retraite en fait. Mais Par capitalisation. C'est exactement ça. Tu sais que si tu fais le calcul de prendre tes cotisations, j'ai vu quelqu'un qui l'a fait, je me rappelle plus du résultat, mais tu prends toutes tes cotisations retraite pendant toute ta vie et tu les investis sur un ETF. Et à la fin, ça te fait genre, ça je veux pas ça savoir. te fait genre, tu vois, 3 millions, et 3 millions, même si tu les places à 5%, bah, ça fait beaucoup plus que la retraite que tu Il vaut mieux pas le conscientiser. Non, j'ai pas ça. Bon bah écoutez, merci messieurs, c'était Merci intéressant. à tous les deux. J'espère que cette vidéo du coup vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre du coup sur nos réseaux, LinkedIn, Instagram, Foncière Orion, et puis nous dire dans les commentaires des thèmes que vous souhaiteriez qu'on aborde pour les prochaines vidéos. Et abonnez-vous. Et À bientôt. Abonnez-vous. Merci à tous. Ciao.